En l'an 1000, les marches de Bretagne vont se couvrir de citadelles. Fougères, Vitré et Châteaubriand vont rivaliser. Fougères sera exemplaire. Fortifié au XIe siècle, le château fut maintes fois assiégé, ruiné et reconstruit jusqu'au XVe siècle, où il prendra sa forme définitive. La pente des murailles et leur longueur impressionnante, ces 13 tours, en font l'une des places fortes les plus importantes de France et même d'Europe. L'enceinte principale s'étend sur 130 mètres de long et abrite 320 mètres de courtine. À la fin du XIIIe siècle, deux grosses tours furent ajoutées, la tour Gobelin et la tour Mélusine. Un siècle plus tard, les mâchicoulis furent placés au point stratégique. Puis au XVe siècle, les murs de l'enceinte sont renforcés et le rempart sud reçoit deux nouvelles tours, la Françoise et la tour Asque. La ville est au sud du château et depuis la fin du Moyen Âge, le cœur de la cité. La porte Notre-Dame donnait accès à la ville qui s'étendait au pied de la forteresse. Deux tours en protégeaient l'entrée. Grâce aux eaux du Nançon, les tanneurs, teinturiers, tisserands et drapiers font la richesse et la renommée de la ville. Fougères a le monopole des draps écarlates du XIVe au XVIe siècle. Elle fourmille très tôt de marchands, d'artisans, de petites industries. Victor Hugo découvre Fougères en 1836, lors d'une excursion en Bretagne. Nul doute que le château de Fougères n'ait inspiré ses écrits et ses nombreux dessins romantiques. Balzac va y demeurer aussi et y recueillera en 1828 les informations nécessaires à son premier roman de la comédie humaine. L'antique forêt de Fougères, qui s'étendait autrefois jusqu'au mont Saint-Michel, abrite encore de nombreux vestiges mégalithiques. C'est aujourd'hui un vaste massif forestier de 1500 hectares, fait de chênes et de hêtres. De vastes salles voûtées, cachées au fond des bois, servaient à abriter les biens de la population lors des conflits.
Dans cette partie de la Bretagne, on fait du verre depuis le Moyen Âge. Aux portes de la ville, la forêt fournit un important gisement du matériau de base, la silice, c'est-à-dire le sable, et le combustible, le charbon de bois. La cristallerie de Bretagne, créée en 1921 par l'abbé Bridel, sous forme de coopérative, fut une des dernières verreries à fonctionner. Spécialisée à l'origine dans le verre de limonadier, le verre de comptoir, l'entreprise connaît des difficultés en 1983 et se dirige vers les arts de la table, le cristallin et le cristal. Il reste en France aujourd'hui 9 cristalleries qui utilisent encore cette pratique ancestrale du souffle-bouche fait main. L'ancien couvent des religieuses urbanistes datant du XVIIe siècle abrite aujourd'hui des écoles de musique, de dessin. C'est aussi un lieu d'exposition d'art contemporain. À la rencontre de plusieurs régions, Bretagne, Anjou, Maine et Normandie, la situation de Vitré a favorisé son économie. Au XIe siècle, le système féodal se structure et pour défendre la Bretagne, une ligne de défense est établie. Les marches de Bretagne, Vitré en fait naturellement partie. Au pied de la Vilaine s'écoule dans un bocage verdoyant. Les plans d'eau sont nombreux, et c'est pour cette raison qu'on décrit volontiers Vitré comme un joyau architectural dans un écrin de verdure, ainsi qu'en témoigne le jardin des plantes à l'entrée de la ville. Située sur un promontoire rocheux, la face sud du château surplombe la Vilaine. C'est à la fondation de ce château que la ville dut son succès et qu'elle se développa. La forteresse est de forme triangulaire et date initialement du XIe siècle. Cet imposant château présente sa façade la plus impressionnante à l'est, avec un pont-levis et une porte datant du XVe siècle, et un puissant châtelet flanqué de 2 tours à machicoulis, dont la plus haute, la tour Laurent, atteint 46 mètres. La visite de ces tours, outre l'aspect architectural, permet de découvrir une collection de sculptures et de tapisseries du XVIe.
La ville se développe au XIIIe siècle autour de son château, qui connaîtra de nombreuses modifications au cours des siècles. Vitré devient au XVe siècle la cité des marchands d'outre-mer, grâce aux négociants en toile, qui déploieront leur savoir-faire grâce notamment à la domestication de la Vilaine, jusqu'aux Flandres, dans la Hanse, en Espagne, et jusqu'en Amérique du Sud, en passant par le port de Saint-Malo. Les maisons à pans de bois des rues de la ville close témoignent de cette richesse passée que la ville ne cesse de rénover encore aujourd'hui. Symbole de sa prospérité, Vitré reçut au XVIe siècle le Parlement de Bretagne, tandis que Rennes était ravagée par la peste. Jusqu'au XVIIe siècle, le château est aménagé en une confortable demeure qui sera celle des seigneurs, à qui les marches conféraient tout pouvoir. Abandonné au XVIIe, alors que le commerce de la toile décline et que les seigneurs quittent la ville, le château tombe presque en ruine. Il devient la propriété de la ville qu'il acheta à la famille de la Trémoille en 1820. Sa façade fut rénovée entre 1908 et 1912. Il héberge maintenant l'hôtel de ville dans la cour intérieure. Le château des Rochers sera pendant de nombreuses années le refuge d'où la célèbre marquise de Sévigné rédigera ses lettres à sa fille. Le musée consacré aux portraits et objets de la marquise occupe une partie de la demeure depuis 1990. Châteaugiron devient au XVe siècle l'une des 9 grandes baronnies de Bretagne. La grosse tour du donjon servit d'hôtel de ville à la fin du XVIIIe siècle. Dans la rue principale de la Madeleine, on découvre plusieurs maisons des XVIe et XVIIe siècles à pans de bois, colombages et portes sculptées. Œuvre des fées pour les uns, refuge de dragons pour les autres, lieu de sortilèges ou de sacrifices humains, temple pour les prêtres, tombeau d'un général romain, les légendes et explications plus ou moins scientifiques ne manquent pas pour parler du site mégalithique de la Roche-aux-Fées. Unique en son genre, long de 19 mètres, haut de 4 mètres et large de 6 mètres, une légende locale ajoute qu'on ne trouve jamais le même nombre de pierres en faisant 2 fois le tour. Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, la fée Viviane, Lancelot du Lac, la quête du Graal. Tant de mythes et de légendes hantent la forêt de Brocéliande, appelée forêt de Brésilienne jusqu'à la Révolution. La forêt de Pimpon ou forêt de Brocéliande est ce qui reste d'une antique forêt qui s'étendait sur la presque totalité de la Bretagne 5000 ans avant notre ère.
Située à la limite de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, cette forêt fut un grand centre spirituel celte, accueillant dans ses clairières reculées les cérémonies druidiques. Non loin du Val sans retour, l'église de Tréorintec est une curiosité rare, dédiée au légendaire arthurien. Œuvre de l'abbé Gillard, ce lieu est le point de départ de la Renaissance et de la sauvegarde de ces légendes. L'abbé Gillard arrive en 1942 dans ce village, au cœur de la forêt. Passionné par le cycle arthurien, il fait inscrire sous le porche cette phrase énigmatique « La porte étant dedans », symbole du pèlerin qui, passant ce porche, va boire au calice de l'invisible Graal et renaître. Dès la fin de la guerre, l'abbé Gillard embauche 2 prisonniers allemands, Karl Rezabeck et Peter Wiesdorf, peintres et ébénistes, qui vont travailler pendant 2 ans à l'évocation de la légende arthurienne, à laquelle l'abbé Gillard mêlera des scènes du christianisme. On y retrouvera par exemple la fée Morgane se prosternant au pied du Christ. En 1962, l'abbé Gillard est contraint par la maladie à se retirer. Il décédera en 1979, mais la légende, elle, continuera de vivre. Le Val sans retour, lieu mythique où la fée Morgane retenait les chevaliers infidèles, est une vallée encaissée, creusée dans le schiste rouge. Ce minerai de fer possède la propriété étonnante de fausser la boussole des voyageurs. Les éléments naturels de la forêt, tels l'eau, la pierre, sont intimement liés à la légende arthurienne. Chaque lieu où la lumière se reflète, où une pierre se dresse, est un lieu de culte. La fontaine de Jouvence, ou la fontaine de Barenton, mélange ainsi croyances populaires, mythes et propriétés curatives. L'imprudent qui oserait déverser de l'eau sur le perron de pierre de la fontaine de Barenton verrait se déchaîner les orages. Cette croyance entraînera des processions pour réclamer la pluie les années de sécheresse. Lieu où se rencontrèrent pour la première fois Merlin et la fée Viviane, l'eau de la fontaine soignerait aussi les maladies chroniques et mentales. Merlin est un héros légendaire du 5e siècle. Fils d'un démon et d'une nonne, il échappe au diable par le baptême, mais ne put échapper au sort de la fée Viviane, à qui il avait transmis ses secrets. Situé dans le bois de Trécouette, le tombeau de Merlin est le vestige d'une allée couverte qui présentait encore 8 dalles jusqu'en 1892. Saccagé par des chercheurs d'un hypothétique trésor en 1894, il ne reste aujourd'hui sur ce lieu de culte que 2 dalles de schiste rouge. Les anciens construisaient leurs sanctuaires en des lieux précis, en fonction des courants cosmiques et telluriques, en utilisant l'énergie des pierres. Ils sont nombreux ces vestiges d'un âge reculé, antérieur au monde de Merlin, mais que les légendes se sont appropriés. Le tombeau des géants, le jardin des moines, l'Autier de Viviane, le tombeau des druides, daté de 25 000 ans avant Jésus-Christ. Entouré de lacs, le château de Compère est un manoir de style Renaissance. À son emplacement se tenait une ancienne forteresse médiévale, dont il ne reste aujourd'hui que l'enceinte. Ce château aurait appartenu au père de Viviane. Incomprise par celui-ci, qui la tenait pour niaise, Merlin lui aurait construit un palais sous le lac et enseigné la magie. Elle devint ainsi la Dame du Lac, celle qui brandit Excalibur, l'épée magique et mythique du roi Arthur. C'est elle aussi qui, sur les rives du lac, enleva un jour un nourrisson, qui allait devenir Lancelot du Lac. L'abbaye de Paimpont fut construite sur l'emplacement d'un prieuré fondé en 645, bâti sur un ancien lieu de culte druidique, fait d'habitations et de sanctuaires construits en terre, troncs d'arbres et branchages. Elle fut habitée par les chanoines dès le XIIIe siècle et jusqu'à la Révolution. L'étang, qui fait partie de l'espace naturel départemental, s'étend autour de l'abbaye sur 50 hectares.
Le château de Trécesson est le plus beau château de Brocéliande. Cette jolie demeure date du XVe, mais le lieu fut habité par des seigneurs dès le 8e siècle. Une jolie demeure qui peut parfois prendre les allures d'un château hanté. Une jeune femme vêtue de blanc y fut enterrée vivante. Le seigneur, averti, la déterra et recueillit son dernier soupir. Les plaintes de la malheureuse résonnent parfois dans les tours du château, quand le vent souffle au nord. Sur la route des Forges de Paimpont, le château de Brocéliande, face à l'étang du Houx. Quelques scènes du film Tess y furent tournées par Roman Polanski. L'activité des forges de Paimpont est ancienne. Dès le XVe et XVIe siècle, une communauté de forgerons, spécialisée dans la fabrication de hallebardes, arbalètes ou piques, s'installe au Gué-Pléland. Les éléments indispensables à l'activité se trouvent sur place. La forêt procure le charbon, le minerai de fer et les étangs, l'eau, nécessaire au fonctionnement d'un réseau hydraulique. L'industrie est prospère jusqu'au XIXe siècle, mais la concurrence des fers anglais, puis du nord et de l'est de la France, condamne la manufacture. Sa fermeture est définitive en 1884. Son dernier chantier fut la construction du chemin de fer d'Ille-et-Vilaine. Situé à 22 mètres d'altitude, à 150 km par voie d'eau de l'Atlantique, le bassin de Rennes est une zone naturelle de confluence de rivières, de marais et d'étangs. Rennes est traversée par la Vilaine, un fleuve côtier qui rejoint en particulier le port de Saint-Malo, d'où les marchandises partent à destination du monde. Pour l'acheminement des marchandises, la Vilaine sera un des premiers cours d'eau à être canalisé. Le commerce et d'importantes réalisations architecturales seront donc à l'origine de l'expansion de Rennes. C'est cette situation géographique toute particulière qui marque l'histoire de cette ville, qui ne va cesser de vouloir se hisser au rang de capitale régionale. Le site premier fut choisi par les Romains, il y a 2000 ans, au nord de la Vilaine. Ils installent là la ville haute. Le bassin de Rennes, fait d'un sol argileux, va influencer l'architecture de la ville. On utilise pendant 4 siècles la technique dite de la bauge, des constructions en terre crue, sans coffrage. La tradition des maisons à pans de bois s'explique elle aussi par la présence de forêts nombreuses autour de la ville. Une technique que l'on utilisera jusqu'au XVIIe siècle, et bien plus tard qu'ailleurs. Les incendies y firent d'importants dégâts, mais n'entamèrent jamais l'essor de la ville. Au médiéval, Duc Éclin y aurait d'ailleurs fait son premier tournoi, la place des Lys est entourée d'immenses maisons, alliant pour les plus anciennes la pierre et les pans de bois. Elles appartenaient aux parlementaires. Ça remue la langoustine.
L'église paroissiale Notre-Dame était autrefois l'église de l'abbaye bénédictine. Son clocher, coiffé d'une vierge dorée, surplombe le jardin du Tabor. Ancien verger des religieux, cet îlot de verdure de 10 hectares au cœur de Rennes est ouvert au public depuis le XVIIIe siècle. Les espaces qui le composent allient le parc à l'anglaise et les jardins à la française. Le Parlement de Rennes résume à lui tout seul une part importante de l'histoire de la ville. En 1564, le roi Charles IX autorise la ville à bâtir un palais pour le Parlement. Pour le financement des travaux, les bourgeois instaurent une nouvelle taxe qui s'appliquera aux ventes de vin et de cidre vendus dans les faubourgs. La première pierre est posée en 1618. Après plusieurs emprunts et 36 années de travaux, le palais est achevé en 1654 et accueillera le Parlement un an plus tard. Les galeries du rez-de-chaussée sont occupées par les boutiques de marchands. En 1720, un incendie ravage plus de 900 habitations et bâtiments, mais il épargne le Parlement. Un nouvel incendie dans la nuit du 4 au 5 février 1994 détruira la partie supérieure des combles jusqu'au plancher du deuxième étage. Dès l'automne, l'État s'engage sur la reconstruction et le Parlement réouvre ses portes en 1999. Il abrite aujourd'hui une cour d'appel. Une deuxième place, au centre de Rennes, accueille la mairie. La tour d'horloge remplace le célèbre beffroi, détruit par un incendie, qui symbolisait les franchises municipales concédées à la ville par les ducs. Le théâtre ne sera construit qu'au XIXe siècle. Voulant retrouver son statut de capitale régionale, perdu pendant la Révolution, la canalisation de la Vilaine et la construction du palais du commerce est ordonnée. Le palais du commerce devait être imposant pour masquer la basse ville, encore peu présentable à la fin du XIXe siècle. Rennes est devenue aujourd'hui une ville axée sur la recherche. Elle accueille chaque année plus de 60 000 étudiants. La culture y est aussi très présente avec l'organisation de grands festivals tels que les Transmusicales. Il aborde.
Saint-Malo, le vaisseau de pierre, le port des corsaires, des navigateurs au long cours, des explorateurs, aventuriers en tout genre, n'a rien perdu de sa superbe. Y sont encore présents les exploits de Jacques Cartier, du Guay-Trouin, Surcouf, ceux des Terre-Neuva et encore aujourd'hui ceux des aventuriers de la route du Rhum. L'histoire de cette épopée qui perdure jusqu'à nos jours et où la mer est intimement liée peut débuter par la visite de la Tour Solidor. La Tour Solidor est un château du XIVe siècle qui domine l'estuaire de la Rance du haut de ses 27 mètres. Il a servi de prison à la Révolution pour des soldats français et des prisonniers britanniques. Aujourd'hui, l'Amicale internationale des capitaines caporniers anime ce musée et permet de découvrir, grâce à des passionnés et une fabuleuse collection, l'histoire belle et dramatique de l'épopée maritime à la voile. Les Néerlandais, les premiers, chercheront une autre voie que le détroit de Magellan aux mains des Espagnols. Ils trouveront ce passage qu'ils prendront pour cap en descendant plus bas que le détroit et l'appelleront du nom de leur port d'attache, le Cap Horn. Dès 1850, un trafic commercial important via le Cap Horn va détrôner le détroit de Magellan. Ce commerce va entraîner la construction de nombreux navires, rapides et résistants. Petit à petit, le fer et l'acier vont remplacer le bois, et le nombre de mâts va augmenter jusqu'à ce que la vapeur remplace les toiles et le vent au début du XXe siècle. Les Romains fondèrent la cité d'Alette sur la presqu'île. Au VIe siècle, un moine d'Angleterre nommé Maclot vint évangéliser ses habitants. Appelé Maclou par les Normands, Malo par les Bretons, il donna son nom à la cité fortifiée pour combattre les Normands. La prospérité de Saint-Malo est due à ses corsaires qui, dès la fin du XVIIe siècle, partaient en course contre les Anglais. Ils se nommaient du Guay-Trouin, Surcouf. Le château est accolé à la tour Quicangrogne, abritant aujourd'hui le musée. C'est Anne de Bretagne qui l'a fait construire et grava l'inscription « Quicangrogne, ainsi sera, tel est mon bon plaisir ». Le musée d'histoire de la ville retrace brillamment l'histoire de la course. Instituée en 1681 par Colbert, la course est l'action de courir en mer à l'abordage des navires ennemis pour renforcer la marine officielle. Ce sont ces corsaires qui feront la fortune de Saint-Malo. Parmi eux, Robert Surcouf en fut un des premiers. Après une jeunesse indisciplinée et de nombreux voyages aux Indes, à Madagascar, le jeune Malouin obtient le commandement d'un corsaire. Le plus célèbre de ces commandements est celui du Renard, avec lequel il fit sa plus belle prise, le Kent, un navire anglais de la Compagnie des Indes. Après 1815, à la fin des guerres de course, Surcouf devient un riche armateur et s'installe dans une confortable malouinière, joyau architectural qui borde la côte. Port de commerce, de plaisance et de pêche, Saint-Malo est le dernier à armer des navires pour la pêche morutière. Les chalutiers ont remplacé les Terre-Neuva, qui dès le XVIe siècle partaient pour de longs mois. La pêche à la morue le long des côtes de Terre-Neuve fait la fortune de la région malouine jusqu'au début du XXe siècle. L'équipage embarquait au début de février à bord d'un 3-mâts goélette pour 5 mois d'un labeur.
sont pas si belles. Hein. L'huître de Cancale est très réputée pour son goût particulier et iodé. Sa consommation est très importante dans la région et elle voyage facilement jusqu'au marché de Paris et de Rennes. Malgré tout, on aime les consommer sur place, face à la mer. Au pied du mont Saint-Michel, à l'ouest de celui-ci, de vastes champs recouverts lors des grandes marées constituent une prairie naturelle où viennent paître les fameux moutons présalés. Avec les cailloux, attention de ne pas glisser. Et puis on va arriver bien à la limite des plus hautes mers, qui est là à peu près. Et puis là voilà, on est sur le présalé. Donc ici la mer vient. Elle vient une quinzaine de fois dans l'année. Et puis plus on va s'avancer, plus on va descendre. Et plus la mer vient régulièrement. Alors avec des petites marées comme ça, la mer rentre donc dans ce qu'on appelle les criches, donc qui sont des chenaux qui servent, que la nature a créés pour drainer le présalé. Ah, c'est des herbes hautes ça, hein. S'il fallait faire des kilomètres là-dedans, je crois qu'on s'épuiserait vite. Ouais, génial. Ah ça, c'est le lièvre aime beaucoup le présalé. Il était là. Ah oui, il était là, oui. Il était là. On l'a réveillé. Ouais, ouais, ouais. Il décolle vraiment au dernier moment, à 50 cm, de 1 mètre. Ouais, c'est une espèce qu'on trouve ici qui aime bien ce type d'endroit. Ce petit bruit régulier que l'on entend depuis la rue, si on y prête attention, provient de l'auberge de la mère Poulard. Son histoire est intimement liée à celle du Mont, et d'ailleurs de nombreuses personnalités y ont laissé trace de leur passage. Ici, c'est une simple omelette que l'on vient manger. Une omelette unique dont le secret tient au savoir-faire d'une dame Poulard venue s'installer sur le Mont en qualité de femme de chambre. De Vasières. Elle va être l'objet d'un important chantier qui vise à enrayer l'ensablement du mont et à lui restituer son caractère îlien. La baie est réputée pour la vitesse de la montée de la mer, mais aussi pour ses sables mouvants. Et pour une fois, ce n'est pas une légende. Là aussi, il vaut mieux être accompagné d'un bon guide. On va remonter. Parce que là... ce qu'on appelle un sable mouvant, enfin, on appelle ça aussi une lise. Alors en fait là-dessous on a un mélange d'eau et de sable. Le fait de marcher dessus, ben, ça met l'eau et le sable en suspension. Et voilà, ça bouge. Voilà, ça va, il y a une couche en surface qui est dure, mais c'est pas toujours le cas, ou en tout cas il peut arriver que cette couche soit très petite, auquel cas elle se casse immédiatement. Alors s'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de sable, on peut s'enfoncer, enfin beaucoup d'eau dans le sable, et on peut s'enfoncer instantanément. Instantanément? Ouais, comme si on marchait sur un trou plein d'eau. Bon, si comme là, vous voyez, bon, ben, il y a une masse en surface qui est un peu dure, quelque chose pas trop liquide. On va pour s'enfoncer, ça va demander un petit peu plus de temps. Hein, par contre, une fois que la couche en surface, voilà, est percée, ça peut aller assez vite. Hein. Voilà, il est un petit peu dur celui-là. Hein, mais donc on peut descendre quand même. On ne va pas descendre comme ça éternellement, hein, bien sûr. Au bout d'un moment, on va rencontrer une
on va s'arrêter de descendre, on va flotter en fait. Hein, quand on a du sable à peu près à mi-tronc, hein, comme ça, on s'arrête de descendre. Là je secoue un petit peu parce que sinon il va me coincer les chevilles, je vais avoir du mal à ressortir. Toute l'année il y avait un défilé de pèlerins qui venaient prier au Mont-Saint-Michel avant de repartir chez eux. À l'époque, ils avaient, avant d'arriver en bordure de baie, déjà un voyage périlleux, dangereux, où où risquaient d'avoir des problèmes, voire de périr à cause de la maladie, du froid, voire même de certains brigands. Mais l'étape la plus difficile, c'était quand même le passage de la Grève, la traversée de la baie. C'était une traversée qui était dangereuse à cause des dangers que l'on connaît. Et malheureusement, ça ne se passait pas toujours très bien, d'autant que le pèlerinage, c'est une activité de masse. Et c'est vrai que certains dangers comme les sables mouvants prennent plus d'ampleur donc quand il y a beaucoup de monde. Il y a un très beau sable mouvant, là on va sortir. Ah, celui-là il est pas mal, si on continue dessus on va avoir des soucis. Je me suis senti enfoncé un moment. Oui, c'est au début j'ai pensé à un trou d'eau, et puis c'est vrai que voilà, ça bouge un peu là-dessous. Quand on met les pieds, on s'enfonce. Ouais. Là ça peut être dangereux, on a failli faire des pèlerins malheureux. Le mont Tombelaine, appelé aussi le pic de la folie, se trouve à quelques heures de marche dans un sable gluant, la Tangue. Tombelaine est une île sauvage peuplée d'oiseaux et de légendes. Son îlot rocheux est plus vaste que celui du mont Saint-Michel. Un vrai poste avancé dans cette baie où la vitesse de remontée de la mer est légendaire. On est sur le rocher de Tombelaine, on est à l'endroit le plus haut, on voit, pour ainsi dire, toute la baie avec la mer au loin. Cette mer qui, dit-on, remonte à la vitesse du cheval au galop. Le problème est que la vitesse de la remontée de la mer n'est pas régulière, il y a des périodes de pointe où la mer monte beaucoup plus vite. On estime que la mer peut remonter dans certains secteurs de la baie lors des grandes marées à des vitesses de l'ordre de 20 km/h. Donc c'est quand même pas le cheval au galop, mais c'est une vitesse vraiment remarquable. Et c'est d'autant plus dangereux que bien souvent on la voit arriver au tout dernier moment. La mer a la fâcheuse habitude d'encercler en fait, puisqu'il y a des bancs de sable. Donc elle encercle les gens et les gens se font parfois prendre par ce piège qui est un piège vraiment, vraiment terrible.